What's up YouTube, j'espère que t'as la dalle. Là je vais t'amener avec moi pour un genre de photo que j'adore. Aujourd'hui je te donne 10 astuces sur la photo culinaire. C'est parti pour un nouveau vlog créatif version food porn. Je suis à moitié italien et je suis né à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Donc laisse-moi te dire que la bouffe, ça compte pour moi. Je pense que si j'avais pas commencé à travailler dans la mode pour ensuite me diriger vers le portrait, ouais, c'est totalement un genre de photo dans lequel je me serais spécialisé. Il y a quelques temps, des amis franco-italiens comme moi et qui habitent à Melbourne comme moi ont ouvert une pizzeria sur Chapel Street. Et Nico m'a demandé si je pouvais passer pour prendre quelques photos pour leur Instagram. La photo culinaire, qu'elle se fasse en studio ou in situ, au final c'est un genre qui existe depuis les balbutiements de l'art, c'est de la nature morte. Et la nature morte, tu le sais, ça demande de la réflexion, de l'organisation, du temps pour réfléchir à ce qu'on va faire et aux intentions qu'on veut donner. Absolument tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On va avoir seulement à peine plus d'une heure pour organiser un setup, que le cuistot nous envoie quelques plats, les shooter et finaliser le tout avant que le resto ouvre ses portes à la clientèle et qu'on doive remballer nos affaires. On va déjà voir si j'arrive à un résultat correct malgré ce challenge, mais t'inquiète pas, grâce à la magie du montage, je te dirai aussi ce que j'aurais fait et ce que tu devrais faire si t'as pas les mêmes contraintes de temps que moi aujourd'hui. Ok, la première chose à faire en arrivant sur les lieux, c'est de déterminer quelle sera notre source de lumière. Je préfère personnellement le rendu de la lumière naturelle, mais travailler avec elle, c'est toujours plus complexe. On est dépendant de la configuration des lieux. Elle peut être extrêmement changeante. Bien sûr, impossible d'amener des softbox ou autre lumière avec le temps imparti. Aujourd'hui, on va devoir se contenter du soleil. On est en plein été, en fin d'après-midi, on va avoir une lumière assez chaude et assez intense. La première idée, c'était d'utiliser la grande fenêtre qui est à l'entrée du restaurant et qui constitue la principale source de lumière. Mais de fait, le seul endroit possible pour shooter, c'est cette grande table en bois très proche de la source. La lumière va donc être assez forte. Le problème ici, alors à moins qu'on puisse déplacer cette table, c'est que la source de lumière, c'est celle-ci. Ok. Si tu filmes en frontal direct ici, t'auras que des contre-jours. C'est brûlé. Utiliser une backlight peut être une idée intéressante, mais si tu as un moyen de la maîtriser. Ici, on aurait pu l'atténuer avec un drap blanc ou le petit réflecteur que j'avais pris avec moi, mais j'ai préféré tester de shooter sur le côté et d'utiliser mon réflecteur pour déboucher les ombres. Si juste ça. Au final, l'emplacement qui pouvait sembler évident n'était pas le plus optimum. Dans le fond du restaurant, j'ai repéré ce couloir menant aux cuisines, mais au plafond ouvert, ce qui crée un puits de lumière où celle-ci est naturellement diffusée. Quelques tests d'image et on a une super lumière ambiante très homogène. Bingo, on a trouvé notre spot. Le type de lumière va aussi impacter sur le type d'ambiance que tu vas donner à tes images. Les images que je vais te montrer sont celles d'un ancien shooting que j'avais fait l'année dernière dans un autre restaurant, mais c'est pour te donner un exemple. Il y a essentiellement deux grands courants, des images très lumineuses, très clean, ou des images plus dark qui donnent une sensation plus moody. Comment on traduit moody en français ? Nico était parti lui sur une ambiance plus lumineuse, blanche et épurée. J'ai fait ce premier test avec une planche en marbre, mais je trouve pas le résultat super concluant. C'est un résultat facile à obtenir en studio, mais là, tout l'environnement du restaurant, avec ce bois, ce mur de briques, ça a un aspect brut, très rustique, qui d'une part est vraiment magnifique, mais en plus va se marier extrêmement bien avec ce genre d'image. Du coup, pour contrebalancer l'ambiance plus sombre, plus terne, la solution a été de prendre le contre-pied au niveau de la saturation. En faisant exploser la tonalité des couleurs de la nourriture, on va récupérer de la luminosité dans nos images. Elles vont avoir plus de peps. Deuxième point primordial, le focus. Évidemment, la profondeur de champ va être essentielle ici, puisque c'est grâce à elle qu'on va guider le regard là où on veut qu'il soit. C'est assez tricky puisqu'il faut que notre zone de netteté soit suffisamment grande pour que le plat entier soit net, mais pas trop grande non plus, afin que les éléments qui composent la scène soient légèrement dans le flou. Et vu que ces éléments sont très proches du plat, voilà le problème ici. La mozzarella est nette, mais pas toutes les tomates. Il faut éviter d'être à pleine ouverture, mais mon souci dans ce cas-là, c'est que j'ai shooté à la main. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est de la nature morte, rien ne bouge à l'image. On peut donc faire ce qu'on veut de la vitesse. Dans cette situation, il est donc préférable d'utiliser un pied. Ça m'aurait permis de gérer la quantité de lumière seulement avec la vitesse et non pas avec l'ouverture comme je l'ai fait, et donc de la conserver uniquement pour obtenir la profondeur de champ idéale. Peut-être en ouvrant à 3.2 ou 4 plutôt qu'à 2.8. Mais encore une fois, pour ça, il faut du temps pour tester et trouver le bon couple ouverture-vitesse.
Ok, ça c'est une image d'huile d'olive. C'est simplement un packshot produit. Ça, c'est une photographie. Ça raconte quelque chose. On a créé une scène et pour ça, il faut accessoiriser le sujet principal. Il faut donc agrémenter ton plat avec des ingrédients, des ustensiles de cuisine, etc. et raconter une histoire avec. Et à ce niveau-là, il y a un vrai débat. Pour les cuisiniers, c'est un non-sens total d'avoir à l'image des ingrédients qui n'entrent pas dans la composition du plat. Ce qui est totalement logique. Mais un photographe, mon ami, c'est pas logique. Et tu commences à le savoir si tu regardes mes vidéos. Nous, on va plutôt penser en termes de composition. Et si tu as vu ma vidéo sur la composition, tu sais que c'est pas seulement l'organisation géométrique des éléments dans l'image. Lorsque tu cherches à créer, à agrémenter une scène, en partant du plat ou de l'élément de base, il faut réfléchir aux couleurs, à la taille, à la forme, à la texture de celui-ci. Il faut comprendre la région d'où vient le plat, à quelle période on le consomme, quelle est l'émotion associée à sa consommation. Bref, on pourrait faire une vidéo entière juste sur ce sujet. Voilà un exemple. Regarde comment j'ai essayé de reproduire la même gamme de couleurs dans la scène que celle du plat. Des couleurs qui ont une signification avec ce vert, blanc et rouge. Tu vois où je veux en venir ? L'angle de prise de vue a aussi son importance. En photographie culinaire, il y a 2 angles principaux qu'on va utiliser la majorité du temps. D'abord à 90 degrés, qui va donner une vue du dessus, un plan zénital. Ça donne une vue d'ensemble, une meilleure compréhension de la scène, et ça donne aussi un aspect 2D à ton image. Comme on perd la notion de profondeur, il faut essayer de faire en sorte que les éléments soient à une hauteur similaire. Ensuite, entre 30 et 45 degrés, on a un angle de prise de vue qui donne une sensation beaucoup plus immersive, puisque c'est la vision qu'on a communément quand on mange. C'est personnellement cet angle que je préfère travailler. Après, évidemment, rien ne t'oblige à rester avec ces deux-là. Il y a d'autres possibilités, comme totalement frontale à la nourriture, ou d'autres. C'est à toi de tester et de t'amuser. Ok, on a vu les principes de base qui vont te permettre de prendre tes premières photos de bouffe. Maintenant, on va voir comment, avec quelques astuces rapides, on peut épicer un petit peu tout ça. Tu l'as ? Épicer ? Ah putain. Putain, j'aurais dû faire une chaîne d'humour. Cette image est sympathique, mais a moins d'impact que celle-ci. N'hésite pas à ajouter un élément humain, c'est ce qui va permettre de se connecter plus facilement à l'image. Par exemple en consommant la nourriture ou alors en train de la préparer. Les close-ups sont très intéressants en food photographie, c'est extrêmement immersif et ça permet de se focaliser vraiment sur la nourriture. Ça peut même être intéressant de prendre le contre-pied et de prendre pour sujet un élément secondaire en envoyant le plat dans le flou, comme sur cette image. Donc oui, il faut bien sûr une focale suffisamment grande pour pouvoir composer des scènes avec tous les éléments, mais ajouter une focale plus longue, comme un 100 mm, à ces outils peut être un investissement très intéressant en photo culinaire. Et pourquoi pas faire totalement l'inverse ? Quitter les close-up et reculer encore plus pour intégrer un décor à notre scène. Rajouter de la matière. Ici, on a une composition plus large, mais on peut aller plus loin et intégrer le dressing d'une table, par exemple. Ici, je trouvais intéressant d'intégrer l'environnement très rustique, ce mur de briques, ce tableau noir. Est-ce que tu as la possibilité de changer d'environnement ? À la fin du shooting, quand j'ai pris suffisamment de photos de l'endroit où j'étais sûr de ma lumière et donc que j'ai sécurisé ma séance, je me suis promené un peu partout avec ma pizza histoire de tester différents environnements et créer des histoires différentes. N'hésite pas à briser les règles que je t'ai données ici. La photo culinaire, ça peut aussi très vite devenir un peu plan-plan. J'adore importer des techniques utilisées dans d'autres genres de photographie pour les appliquer à quelque chose de totalement différent. Ici par exemple en shootant au travers du fond d'un verre. Je te dis pas de faire un shooting entièrement comme ça, mais 2 ou 3 images originales pour casser la monotonie, ça peut être un vrai plus. Pour finir, et là je parle pas du cas où tu shootes en studio, mais si tu fais un shooting directement dans un resto. La photo culinaire c'est de la nature morte. Un restaurant c'est un lieu de vie et il faut en tenir compte. Photographier ça, représenter l'ambiance, les gens, la fête et la communion que représente la nourriture, c'est aussi important que photographier les aliments. Ok, j'espère que cette vidéo t'a donné des idées pour tes images ou même t'a donné envie de te lancer dans la food photographie. C'est vraiment un genre à pratiquer si t'habites une grande ville comme Melbourne qui est remplie de restos à tous les coins de rue. T'as un vivier intarissable de potentiels clients et avec qui c'est super facile de rentrer en contact, ne serait-ce qu'avec Instagram. Avec un bon portfolio, tu peux très vite casser la baraque. Assurément, je referai des vidéos sur la photo culinaire parce que
Parce que mec, tu peux manger tout ce que t'as photographié. D'ailleurs, petit shout-out, si tu passes dans le quartier de Windsor à Melbourne, passe les voir à Pizza Faro, c'est... Petite question, dis-moi dans les commentaires pour une prochaine vidéo sur la photo culinaire, qu'est-ce que tu préférerais voir? Quelque chose de centré sur le business, comment contacter des restos pour bosser avec eux, plutôt un shooting studio pour voir les différences avec ce qu'on a fait aujourd'hui, ou encore sur comment composer une scène, comment l'accessoiriser. Je te l'ai dit, il y a 1 million de choses à dire là-dessus. Donc n'hésite pas à me dire ce qui te tente le plus. Et puis, tu t'abonnes, hein, si c'est pas déjà fait. Regarde, on est pas bien là? Tu mets un petit like, tu sonnes la cloche, puis tu me fais un petit bisou. See you mate, keep on creating.